Alors, je voudrais maintenant revenir sur la question de la réglementation, parce qu'on avait énormément parlé de cette réglementation au moment de la crise de 2007-2008. On avait pris des engagements, les différents États, même le G20 avait pris des engagements. On a compris. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il en est resté ? Moi, je vais vous dire, comme régulateur des marchés financiers à l'AMF, j'avais pratiquement appris par cœur les pages du communiqué du G20 de Londres en avril 2009, parce que c'était un travail remarquable qui montait une vraie volonté politique. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que très vite, quand les marchés sont repartis à la hausse au cours de l'année 2009, les dirigeants politiques se sont désintéressés de l'affaire. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont confié la mission de la régulation à des gens qui, quelquefois, comme Obama, l'entourage d'Obama, c'était des conseillers qui s'étaient battus contre la régulation à la fin des années 90. Le G20 lui-même, qui nomme-t-il à la tête du Conseil de stabilité financière, qui est le bras droit du G20 en matière de régulation? Il nomme successivement deux anciens de Goldman Sachs, Mario Draghi, puis ensuite McCartney. C'est confier les clés de la cave à votre sommelier alcoolique. Oui, savez. tout à fait. Voilà. Et puis on a vu en France, je m'étendrai pas là-dessus, qu'il y avait un double discours sur l'encadrement de la finance. Donc, je crois que sur chacun des grands chantiers, on s'est arrêté en chemin. Je peux avoir 2-3 minutes pour dire quelques exemples, peut-être, ou pas trop ? Une minute. Alors, je vais vous citer juste un ou deux exemples. Les produits dérivés. On a fait des progrès en sens qu'on les fait passer par ce qu'on appelle des chambres de compensation, mais donc des organismes sur lesquels vous êtes en risque au lieu d'être en risque sur une contrepartie, vous avez une meilleure transparence. Néanmoins, la moitié de ces produits dérivés vont passer par des chambres de compensation. Si on avait voulu réduire l'hypertrophie de la finance, commencer à réduire sans crise financière les volumes de ces produits dérivés, on aurait dit tous ces produits doivent passer par des chambres de compensation. Savez-vous qu'aujourd'hui, toutes les semaines, s'échange sur les marchés de produits dérivés l'équivalent du PIB annuel mondial. Toutes les semaines. Donc, c'est ça l'hypertrophie de la finance. Le trading à haute fréquence, dont on parle beaucoup, devrait être interdit, qui était très marginal jusqu'en 2007-2008, aujourd'hui, c'est plus de la moitié, même 60% des transactions sur les marchés d'actions. On ne sait pas ce que feront ces robots en période de crise. On sait qu'ils sont généralement procycliques. Oui. On enlève la prise, ils s'arrêtent. Oui, mais ce sera trop tard. Bien sûr. Ce sera trop tard. Les hedge funds, on a fait un progrès, on les a enregistrés, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes à rendre aux régulateurs. Mais on n'a pas fait l'essentiel, qui était de plafonner l'effet de levier, la capacité spéculative de ces hedge funds. N'oublions pas qu'en mars 2008, un hedge fund qui gérait des sommes modestes, 700 millions de dollars, a envoyé Bear Stearns au tapis. Donc voilà, la finance de l'ombre, dont les banquiers centraux commencent, semble-t-il, à se préoccuper, c'est aujourd'hui, d'après le FMI, 40% de la finance mondiale. Donc tout ça n'a pas été fait. On voit apparaître des produits nouveaux qui n'existent, ce qu'on appelle les fonds indiciels. Je termine par là, pour pas être trop long, mais les fonds indiciels. Ça, c'est une saloperie. Les ETF. 700 millions de dollars... 700 milliards de dollars, en 2007. Aujourd'hui, plus de 3000 milliards de dollars. Ces fonds, c'est formidable parce que vous cliquez, vous sortez, vous cliquez, vous entrez à tout moment de la journée. À la différence d'un fonds normal, traditionnel, où ça se passe une fois par jour. Le problème, c'est que ces fonds prêtent aux États-Unis, moins en Europe, mais ils prêtent tous leurs titres. Donc vous imaginez ce qui peut se passer en cas de crise de liquidité. Qu'est-ce qu'on fait ? Les titres sont partis dans le marché. En plus, les prêts de titres, c'est une chose extraordinaire. Alors, je termine par là. Mais les prêts de titres, le FMI écrit qu'aujourd'hui, un même titre peut être réclamé par 2 acteurs et demi. Qu'est-ce qui se passe en cas de crise, là aussi ? Bon, ce sont des montants gigantesques qui sont apparus depuis la dernière crise et avec des règles qui sont extrêmement ténues. Alors, Charles Gave, j'ai beaucoup aimé votre métaphore, et c'est tout à fait ça, c'est donner les clés de la cave à son sommelier alcoolique, ou même tout simplement y envoyer son cousin alcoolique. Bon. Ça pose quand même un problème, parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui un défaut de réglementation, et pourtant, on a l'habitude de dire que le capitalisme serait plus ou moins
contraire à cette notion de réglementation. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même assez précis entre développement du capitalisme et réglementation ? Alors, je voudrais faire une différence essentielle dans le capitalisme, sur lequel j'ai beaucoup écrit. J'ai essayé de comprendre la notion de monnaie, qui est une des notions les plus difficiles à comprendre. Par exemple, pourquoi la monnaie a-t-elle de la valeur alors qu'elle ne coûte rien à produire ? C'est une question à laquelle personne ne répond jamais. Et je vais vous répondre de la façon suivante. Le rôle du capitalisme, c'est de produire des biens et des services en servant de la monnaie. Donc, il faut déréglementer les lignes aériennes, les chemins de fer, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la monnaie, c'est un bien commun qui ne peut pas être déréglementé. Toute déréglementation de la monnaie se fait au profit de ceux qui, comme le disait Cantillon, sont près de la banque centrale. Donc, si vous voulez, une déréglementation de la monnaie favorise celui qui est le plus près de la banque centrale, en l'occurrence c'est Goldman. C'est des effets de rente. C'est des effets de rente, et défavorise ceux qui sont loin de la monnaie, c'est encore une fois le petit peuple. Donc on a appliqué à la monnaie, en disant il faut déréglementer la monnaie, le mouvement dans le fond reaganien qui a commencé, ou thatcherien qui a commencé dans les années 80, qu'il fallait déréglementer l'économie réelle. Ce qui était nécessaire, déréglementer la monnaie, et je suis libéral, c'est une saloperie. Donc, alors c'est un point important, c'est que c'est un droit régalien, la monnaie. Voilà. Vous n'allez pas déréglementer la police. Tout à fait. Et ça, c'est un point important. D'ailleurs, honnêtement, je retrouve dans vos propos des choses que disait Hayek dans les années 40, dans les années 50. Il disait il faut beaucoup de libéralisme dans une partie de l'économie et de la société, et pas du tout dans une autre. La monnaie, c'est un bien extrêmement commun. Importante. C'est un bien commun, ça n'est pas quelque chose dans lequel vous avez des gains de productivité faisables. Puisqu'elle n'est pas produite. Alors, justement, par rapport à ça, quelle est votre position par rapport aux accords de Bâle ? Est-ce que vous pensez que les accords de Bâle sont positifs ou négatifs ? Rapidement, Charles Gave et après Jean-Michel Nolot. Les accords de Bâle, si vous voulez, pour moi, la seule vérification du capitalisme, c'est la faillite. Un capitalisme sans faillite, c'est comme le catholicisme sans enfer. Vous savez, c'est des trucs qui ne marchent pas. Donc, on a monté un système où le système bancaire ne peut pas faire faillite. Et on essaye d'enlever cette espèce de croyance en le réglementant à mort. Ce qu'il faut, c'est casser les grandes banques, les mettre, la BNP l'a changé en 20 différentes banques, et que chacune de ces banques puisse faire faillite. Parce que aujourd'hui, too big to fail, c'est un crime contre l'humanité. Alors, Jean-Michel Nolot, deux questions rapides. Votre avis par rapport aux réglementations de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Et surtout, inutile ou contre-productif, c'est ma réponse. Tout à fait. Et deuxièmement, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de casser les grandes banques ? Alors, enfin un point de désaccord avec Charles Gave. Moi, je suis personnellement très favorable à la réglementation prudentielle parce que je pense que c'est le bon sens de dire mais que les banques sont réglementées, je suis d'accord. Les superviseurs doivent veiller à ce que les fonds propres d'une banque qui consent encore et qui crée de la monnaie, comme je le disais tout à l'heure, bien que ces fonds propres soient suffisants. Je pense que le 26 juin 2004, très exactement, lorsque Jean-Claude Trichet a présidé une réunion du comité de Bâle avec les gouverneurs des banques centrales pour introduire ce qu'on appelle la pondération des risques. C'est-à-dire que lorsque vous faites crédit à une multinationale, vous déclarez 6-7 fois moins au régulateur que lorsque vous faites crédit à une entreprise, une grande entreprise, mais moins bien notée, que les hedge funds ne consomment pratiquement pas de fonds propres dans le bilan d'une banque, c'est quelque chose qui est très dangereux. Aujourd'hui, le comité de Bâle essaye de revenir là-dessus et, au stupeur, les gouverneurs de banques centrales, les gouvernements font barrage à cette réforme depuis un an et demi. Et c'est quelque chose qui me choque beaucoup parce que là, j'approuve beaucoup tout à fait la réforme du comité de Bâle. Alors, rapidement, est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de faire comme Charles Gave l'indiquait, de casser les grandes banques ? Alors, là aussi, point de désaccord. Moi, je pense que pour accompagner les multinationales, malheureusement, on peut dire, il faut que les banques aient une certaine taille. Sinon, mais toutes les multinationales sont en cash flow positif. Elles n'ont plus besoin des banques. Oui, mais si, quand elles font des opérations d'acquisition, il faut bien pouvoir suivre. Voilà, c'est mon expérience de banquier, mais qui est probablement différente, qui parle. Mais ce que je pense, c'est que les hors-bilans des grandes banques systémiques
sont beaucoup trop lourds, et notamment à cause des produits dérivés. 10 grandes banques font 90% du marché des produits dérivés, et ça, on n'a pas du tout résolu ce problème. Il y avait une excellente réforme proposée par Michel Barnier qui a été mise de côté par le grand libéral qui est monsieur Jean-Claude Juncker. Et c'est très regrettable. Alors, je pense que nous allons en rester là.